Et quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment... En fait, ce qui m'a marqué avec lui, c'est qu'il posait un regard sur moi en mode « le corps humain est trop beau ». Mais vraiment, il était respectueux de mon corps et de tout, en fait, de tout mon être, tout moi. Genre vraiment comme si j'étais un présent de Dieu. Et tu vois, j'ai cette image une fois, on était sous la douche et tout. Et en fait, il me lavait. Il prenait tellement soin de moi, mais plus que moi, je prenais soin de moi. Et c'était tellement dingue. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, je reçois Camille, une jeune femme de 24 ans. Je l'ai rencontrée dans un cercle de femmes et depuis, nous avons passé des heures à cuisiner ensemble, à faire du yoga, à méditer et à organiser des brunchs. Camille, c'est une femme pleine de surprises. Elle peut parler d'un sujet avec maturité, sérieux et profondeur et en une seconde, plonger dans un discours empreint d'insouciance. Pour plusieurs amis et moi-même, Camille est la petite sœur que nous attendions toutes. Une énergie débordante, un sourire qui promet des merveilles, une envie dévorante d'apprendre, de comprendre et de grandir, un caractère bien trempé quand elle souhaite dire ce qu'elle pense, et ce don précieux de faire des cadeaux remplis de sens. Si Camille est aujourd'hui dans Terres Intimes, ce n'est pas seulement parce qu'on gagnerait toutes et tous à la connaître, mais c'est parce que Camille n'a eu aucune éducation sexuelle, que ce soit en classe ou au sein de sa famille. Comment fait-on pour poser de la conscience sur ces expériences lorsqu'elles sont empreintes de silence et de tabou ? Comment fait-on pour vivre le plaisir, l'intime et le consentement sans n'avoir jamais posé de mots dessus ? Avec Camille, on est allé mettre en lumière son adolescence et on a parlé de langage de l'amour, des changements de désir face à la maladie, de la puissance de la communication comme premier pas vers la paix, de la logistique autour du sexe et d'avoir son cœur comme boussole. Nous parlons aussi du film Sur la route de Madison et d'une scène avec Meryl Streep, qui est en réalité dans le film Out of Africa. Je m'excuse platement pour cet affront culturel, mais je vous promets que vous comprendrez le message. Alors si vous êtes prête et prêt à repartir dans l'adolescence, l'insouciance et la profondeur de cœur, c'est parti pour découvrir Camille. Bonsoir Camille. Coucou Juliette. Ça va ? Tu te sens bien ? Merci de me recevoir dans ta grande bibliothèque avec 2 belles tisanes, une bougie que tu viens de recevoir pour ton anniversaire. Et puis on est le soir, parce que c'est toi qui m'as dit « Attention Juliette, il faut bien dire bonsoir et pas bonjour parce qu'il est, attention, il est 21h30. » Donc c'est vraiment à la tombée de la nuit que nous nous sommes retrouvés. Normalement tu dors à cette heure-là, non ? Donc merci de me recevoir chez toi. On se connaît depuis pas très longtemps, même si j'ai l'impression je ne me souviens plus d'une vie sans toi. Non mais en vrai, on a passé des très 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 beaux moments ces derniers mois et je ne sais pas, j'ai pas envie de savoir ce que serait une vie sans toi finalement. Et cette année, elle était très importante, donc merci d'être là dans Terres Intimes. On va plonger dans ton intimité. Et ma première question, est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? La première fois où vraiment j'ai commencé un peu à réfléchir à tout ça, tu sais, genre le mot sexualité, tout ce que ça voulait dire et tout ça. Non, mais dans la vraie vie, tu vois, hors film, c'était dans la cour de récréation au collège. Je pense que je devais être en 5e. On était tout un groupe sur des bancs assis. Et là, les garçons commencent à discuter, je crois, de masturbation, un truc comme ça. Et en fait, ça me dégoûtait. Enfin, cette conversation, j'étais vraiment là. Parce qu'en fait, au collège, je me rappelle juste des garçons qui étaient tous, mais en chaleur, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit. Ouais. Mais c'était tous, j'étais là, mais c'est tous des obsédés de suicide sexuel. Et genre, comme, tu sais, il y avait le livre de Titeuf, là. Ouais. Et je les voyais tous comme des Titeufs. J'étais là, mais berk. Et bref. Et du coup, ils parlaient de masturbation et tout.
mais plus d'une manière sale. Et à ce moment-là, c'était simplement, tu vois, les garçons qui parlaient. Je sais plus trop s'ils avaient demandé, il me semble qu'ils avaient posé la question aux filles si elles aussi faisaient ça. Mais je me rappelle que toutes les filles étaient genre, mais non. Mais genre, enfin, ça. Et là, comme si, tu vois, il y avait plein de honte et tout. Et là, j'avais quand même. Je m'étais posé la question de, ah, là, il s'est passé un truc bizarre. Enfin, tu vois, tu ressens un peu l'atmosphère bizarre et tout. Tu te dis, mais pourquoi il y a deux mondes autant différents entre les garçons et les filles? Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis posé des questions. Et toi, t'avais répondu quoi à la question de est-ce que tu te masturbes? Moi, j'avais fait la fille, genre, oh, je n'entends pas, je ne suis pas là, je suis invisible. La fuite totale. Mais, et parce que, en même temps, je savais pas ce que ça voulait dire. Moi, je m'étais dit, mais les garçons, ils font ça. Bah, enfin, nous, on n'a pas de zizi. Enfin, moi, j'avais pas de zizi. J'étais là, ben, ça voudrait dire que je devrais faire quoi? Et j'étais vraiment là, oh, ben non, mais ça me paraît être un truc, mais d'une complexité. Et j'étais là, mais en même temps, peut-être que je manque de créativité, ou alors je suis pas connectée à moi. Mais enfin, j'étais là, mais je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait un truc qui me vienne comme ça à l'idée, mais qu'on m'avait pas appris. Et du coup, je pouvais pas deviner non plus ce que c'était, parce qu'en même temps, on nous disait pas ce que c'était. Aujourd'hui, comme tu sais ce que c'est la masturbation, ta réponse, ça aurait été quoi? Ouais, et du coup, il y a 3 ans, 4 ans, 5, 6 ans. C'est légèrement vague. À un moment donné, je sais plus comment, mais j'ai tilté en mode, mais en fait, c'est possible que je me masturbe déjà, mais genre depuis longtemps. Et j'étais là, mais MDR. Alors, la fille trop bête qui sait même pas ce qu'elle fait. Ouais. Et j'étais là, mais toutes ces années où je me suis dit, mais c'est tellement un truc un peu inatteignable, enfin un truc, mais d'une... Et j'étais là, mais je comprends pas comment c'est possible que les garçons, ce soit inné chez eux et tout. Genre, je comprenais pas le principe de... t'as des trucs qui arrivent dans ta tête, personne te l'apprend, mais tu le fais de manière innée. Et donc toi, tu te masturbais depuis petite, en fait? Oui. Et t'es toujours très à l'aise sur le sujet. Ça se voit. Ah oui. Et tu penses que t'as commencé à quel âge? Franchement, j'en sais rien. Oh, non, j'ai honte de dire ça. Mais franchement, bah, jeune. Bah oui, jeune. Genre... Ouais. Pourquoi t'as honte? 5 ans. Pourquoi t'as honte? Parce que c'est toujours pas en vrai... au final, j'en ai parlé que... Ça va faire 6 mois que j'en ai parlé autour de moi. Enfin, il y a 1 an, j'ai vraiment une copine qui m'a ouvert à ça, qui m'a parlé de masturbation et tout. Mais de elle, tu vois, elle me parlait juste de ses histoires et c'était tout. Et là, je me suis dit... Enfin, elle parlait de ça vraiment avec naturel et c'était ultra simple et tout ça. Et je me suis dit genre, ah, trop bien. Genre, quelqu'un qui m'enlève un peu les tabous du sujet, ça faisait trop du bien. Et il y a 6 mois, j'en ai vraiment parlé à mes potes d'enfance, tu vois. Et ça m'a fait tellement de bien. Juste de... C'est vrai qu'il y avait comme un gros secret, tu vois, entre nous, où tu vois toujours les garçons, il y a trop une bonne ambiance entre eux et tout, ils se chamaillent un peu, ils racontent des histoires de pipi, caca, fesses, mais c'est trop bonne ambiance, tu vois. Et moi, avec mes potes, jamais. Avec tes potes filles? Ouais. Et du coup, ben, ça crée un truc un peu, c'est tabou. Et si t'en parles jamais... En fait, un sujet dont tu parles jamais, ça fait... Genre, c'est tabou, quoi. Ouais, c'est tabou, tu sens pas l'espace d'en parler. Et en fait, tu t'es senti bizarre toute ton enfance de faire ça, mais en fait, tu savais même pas ce que tu faisais, quoi. Oui. J'ai bien, tu fais toi-même le constat de... Oh là là. Parce qu'en fait, si on met un peu de contexte sur tout ça, c'est que tu n'as jamais parlé de sexualité dans ta famille. Jamais. Non, jamais. Et... ça m'angoisse rien que là d'en parler, d'y penser... Non, on n'en parle jamais. Et j'aimerais dire que... Enfin, j'aurais tendance à dire j'aimerais ne jamais en parler, mais ça serait bien, je pense, d'en parler un jour. Enfin, avec tu vois, eux. Ouais. Oh, je serais incapable, de toute façon. Mais comment ça a été quoi ton premier contact, en fait, avec la sexualité, mais sur l'extérieur? Parce qu'au début, tu me parlais de films, tout ça. Ça a été quoi le moment où tu t'es dit « Ah bah là, c'est du sexe. Je comprends que c'est du sexe, que c'est un sujet bizarre. » Mais j'en parle jamais avec mes parents. C'est au niveau de la culture, il y a eu des films, il y a eu des musiques, il y a eu des livres. Le premier truc qui me vient en tête, c'est mon deuxième copain. Où genre, tu sais, j'étais au lycée et tout, et là t'as les armoires en mode wouhou. Et je me suis retrouvée dans une tente avec lui.
Et je me rappelle de cette sensation où, tu vois, j'avais plus mon t-shirt, j'avais mon soutien-gorge et j'ai senti ma peau contre sa peau. Et là, j'étais genre, oh, si ma mère savait ce que j'étais en train de faire. Et je te jure, j'étais genre, oh. Et voilà. Mais quand est-ce que tu as su ce que c'était la sexualité? Enfin, il y a bien un moment donné où tu as appris où ils apprennent ça dans le mode reproduction. Donc, à quel moment t'as compris, ok, les enfants, on les fait par un acte sexuel qui se fait, la plupart du temps nu. Parfois, tu peux encore avoir des chaussettes, des trucs comme ça. Mais à quel moment t'as compris ça? Je crois que c'était mon dernier jour du primaire, tu sais, de CM2. Et je rentrais avec mes copines de l'école. Et je sais pas comment c'est arrivé, mais là, il y a une copine qui me dit, en gros, que le zizi rentre, va à l'intérieur de la madame. Et là, j'étais là, hein? Quoi? Non, c'est pas possible. Mais je pense parce que j'avais même pas encore idée que genre le vagin était un trou et que c'était possible. Moi, je pensais juste que vraiment les gens ils faisaient des câlins très très forts. Et là, on m'annonce ça. Mais je te jure, pendant une semaine, j'étais choquée. J'étais là, oh, c'est un truc de malade. Et en fait, j'ai vachement de mal à comprendre comment tes parents t'en ont autant peu parlé. Enfin, c'est très compliqué pour moi de me dire que t'as jamais eu cet imaginaire en fait de sexualité ouvert jusqu'au moment où des amis ont commencé à en parler, en fait, tes premières relations sexuelles. Mais t'as jamais eu d'imaginaire autour de la sexualité, de connaissance, de même contraception, protection, plaisir, rien. Non. Et moi, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que mes parents auraient pu me raconter? Mais mes parents, ils vont pas me dire ça. Oui, je comprends que tes parents, c'était pas un domaine dans lequel ils voulaient développer, on va dire, des sujets. Mais ce qui fait que tu as dû avoir beaucoup de questions. Ouais, quand même. Au moment du début de ta sexualité, où tu te posais aucune question. En fait, je me posais aucune question. Juste, je savais que j'y connaissais rien. Et voilà, et en vrai, je me laissais guider. Et en fait, c'est mes copains qui faisaient monter l'éducation sexuelle. Même les cours des étés, je sais pas où j'étais, mais... En fait, c'est comme si... Quand c'est dans la vraie vie aussi, c'est différent. Que de tous les cours qu'on te fait, ce qu'on te dit, etc. Au final, quand tu es devant le fait accompli, c'est une autre affaire. Bah, c'est sûr que quand tes parents t'apprennent pas ce que c'est la sexualité, en cours de SVT, on t'apprend au niveau reproductif, mais on t'apprend pas le plaisir, le consentement, on t'apprend peut-être la contraception, mais c'est quand même assez limité. Donc moi, c'est juste, je me questionne sur comment a commencé ta sexualité, dans le sens où t'étais, en un sens, il te manquait des outils, on va dire, et des clés. Et t'as commencé à en parler au collège quand les gens commençaient, quand les garçons parlaient de masturbation, et j'imagine pas avec des mots très doux, très conscients, etc. T'as commencé à en parler à tes amis d'autres choses que de la masturbation, genre juste des bisous, des câlins, des caresses, où c'était tout autour de la sexualité était tabou. Est-ce que tu pouvais même en parler en fait à des amis ou te poser des questions? Non, pas tellement. Juste avec mon premier amoureux. Alors, je dirais que mon éducation sexuelle, elle s'est faite un peu avec mon premier amour, où lui, il était ultra extraverti et tout ça. Et du coup, ça enlevait tout tabou, tu vois, sur le sujet. Et en gros, j'habite dans une mini-ville où tout le monde se connaît. On s'est vraiment rencontrés dans un voyage en Inde avec notre lycée. Et il devait pas venir normalement, mais comme il avait des origines indiennes, bref, au final, il avait pu partir avec nous parce que c'était un terminal. Moi, j'étais en première. J'étais terrorisée des terminales. Et donc, moi, quand j'ai su que lui venait, et c'était un peu genre, le mec le plus populaire du lycée, alors moi, mais terrifiée. Et bref, voilà, j'étais saoulée qu'il vienne à notre voyage. Et en fait, pendant le voyage, mais en fait, on s'est tellement bien entendu. Je suis mais un truc de malade mental. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà un copain. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous avec lui? Et en fait, il y a vraiment une grosse amitié qui est née, tu vois. Mais comme aussi une complicité, pardon. Et c'était la première fois que j'avais ça dans ma vie. Et j'étais là, mais waouh! Et genre, je me suis dit, je veux que ça reste une personne qui soit au cœur de ma vie, ou tu vois, toujours là, à droite à gauche, et je pensais vraiment pas qu'on allait être amoureux ou quoi, tu vois. Mais juste, il m'a ouvert les yeux sur l'amour, vraiment avec un grand A, et voilà comment on s'est mis ensemble. Et au final, après, on s'est mis ensemble, je sais pas, 4 mois, 6 mois après le voyage.
Donc dans le voyage, vous êtes devenus amis. Après, vous êtes revenus, vous êtes devenus amis, vous avez parlé. Et qui a fait le premier pas ? Bah, lui, je pense quand même. Mais en fait, je pense que lui, en fait, moi, j'ai quitté mon copain. Et il y avait un peu toute une histoire où tous les lycées étaient au courant qu'on s'était rapprochés et tout. Et du coup, c'était assez gênant. Enfin, je sais pas, il y avait une histoire autour de ça dans tout le lycée. Et alors, moi, j'étais tellement gênée. Et parce que j'aime pas quand les gens parlent de moi et tout. Enfin, bref. Et du coup, j'ai quitté mon copain parce que juste moi, tu vois, je m'étais rendu compte que j'avais rien à faire avec lui. J'étais pas amoureuse. Et il y avait rien. Et donc déjà, lui, je pense que quand même, t'envoies un petit clin d'œil quand tu quittes ton copain. Et lui, il tchatchait tout le lycée. Du coup, il s'est pas arrêté de tchatcher tout le lycée. Et moi, j'étais là, wouh. Et je m'étais dit, en vrai, c'est pas grave, tu vois. Moi, je sais que, quand même. Après, je me disais, peut-être je suis un peu amoureuse de lui, mais bon, lui, il a pas l'air. Donc voilà. Et en fait, il est revenu vers moi au bout de 4 mois, je crois. Et au final, on s'est mis ensemble, genre, pendant 2-3 semaines. C'était un peu secret. Et voilà. Et comment ça s'est passé, ton début de sexualité avec lui ? Comment tu t'es sentie et comment, j'imagine, il t'a guidée, parce que c'est lui qui t'a guidée. Je dirais la première fois où vraiment on est rentré un peu en intimité, genre vraiment profonde, où il y a eu la pénétration, quoi. C'est un peu triste à dire, mais genre, c'était vrai. En fait, c'était une soirée trop bizarre. C'était le 14 juillet et tout, je me rappelle, il y avait une fête, machin. Et je nous étais sentis vachement, beaucoup plus... je sais pas, je pense qu'on avait envie de faire l'amour, quoi. Et en fait, au moment de l'acte, tu vois, où vraiment, je rentre tous les deux en mode... C'est maintenant. Là, je sens un nuage de stress autour de lui. Mais genre, vraiment, un stress, mais incroyable. Et moi, je comprenais pas. J'étais là, mais alors pourquoi d'un coup t'es stressée? Vraiment, je ne comprenais pas. Et au final, moi, même si j'avais pas eu d'éducation sexuelle, ça me paraissait naturel, au final. Et du coup, c'est un peu moi qui étais en mode guide. Tu vois, en mode, non mais pas de panique, ça va bien se passer. Genre, t'inquiète pas, souffle un coup. Enfin, c'était trop bizarre. Et je le rappelais, il était ok, ça va aller. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et j'étais là, mais dans la vie de tous les jours, tu te la pètes de ouf, et là, il n'y a plus personne. Et voilà, et c'est juste cette première fois où j'étais un peu genre... Là, tu vois, j'étais un peu femme quand même. Ouais. Et je me rappelle quand même la sensation du lendemain matin où t'es là, genre... Je planais, mais franchement, on aurait dit que j'avais fumé 10 joints ou je sais pas. Et j'étais vraiment... Oh là là, je suis tellement libre. Et enfin, une nouvelle vie. Et ça s'est bien passé ? Parce que tu guidais et finalement, lui, il savait faire. Il avait déjà fait l'amour ou pas ? Non. Ouais, donc c'était vraiment la première fois pour vous deux. Ouais. Et ça s'est bien passé, tu t'es sentie bien dans les corps, t'étais bien, t'étais à l'aise, t'étais dans l'intimité. Enfin, après, je demande des questions un peu intimes, mais c'est juste parce que je trouve ça fou ces premières fois, entre deux personnes où c'est leur première fois. Moi, ça m'intrigue le fait quand t'as peu d'éducation sexuelle. Finalement, pour toi, c'était juste naturel et t'étais trop bien. Et c'est tout, quoi. Bah ouais. Et en fait, tu vois, en t'entendant, je me souviens mon ego, tu vois, qui s'est réveillé à un moment donné où j'étais là, non mais pas de panique et tout, machin. Et d'un coup, paf, je me dis, oh, tout le lycée va être au courant. Et là, ma hantise. Alors là, je me dis, oh, putain, en fait, non, mais il faut pas que je fasse ça. Et putain, il faut que je trouve des techniques pour pas que les gens le sachent et tout ça, parce que lui, c'est sûr, il va aller s'inventer, c'est un mec, je sais pas. Et en même temps, j'avais énormément confiance en lui. Alors, vraiment. Mais au final, ça s'est passé très bien, je crois. Mais c'est ce que tu dis depuis, un peu depuis le début de l'interview. Ce qu'on comprend, c'est que t'étais assez gênée au lycée. Enfin, t'étais assez discrète. Et lui, il était très tchatcheur, on va dire. Donc, il y avait cette différence. Et donc, toi, t'avais pas du tout envie de faire de vagues, en fait, au lycée. T'avais envie de garder cette intimité. Et t'as toujours eu peur, en fait, que les gens parlent de toi. Mais parce qu'il y avait ce truc un peu potin dans ton lycée. En fait, potin, peut-être, oui. Mais comme dans tous les lycées, enfin, je sais pas. Après, peut-être que c'est plus fort dans les petites villes aussi, non ? Parce que vous vous connaissez tous. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se connaît tous. Et au lycée, je suis arrivée, mais même au collège, en fait, moi, j'ai toujours eu des trucs genre bizarres où j'étais terrorisée des niveaux supérieurs. Et
Et en fait, il y a plusieurs fois où il y a des garçons qui sont venus me voir, ou des copains de garçons qui sont venus me voir en mode notre copain, il te trouve trop jolie et tout, il voudrait sortir avec toi. Et moi, j'ai mais tellement terrorisée. Et du coup, après, mais je me cachais. Je voulais pas qu'on me voie, tu vois. Et je suis arrivée au lycée et c'était encore ça. Et on me disait que genre, j'avais les plus belles fesses du lycée. Mais non, mais grand Dieu, mais je ne voulais pas avoir les plus belles fesses du lycée. Mais sauf que j'y pouvais rien. Et du coup, c'est trop triste, mais c'est comme ça qu'on te repère. Et après, tu deviens un peu la target du lycée. Et donc, tout le monde sait ce que tu fais et tout ça. Alors que moi, j'étais vraiment pas genre dans les gens populaires. J'étais là, mais je ne veux pas qu'on me voie. Et quand tu sors un peu avec, au final, le mec qui est un peu connu dans tout le lycée, t'es un peu devant tous les projecteurs. Et alors, les gens l'ont su que vous avez couché ensemble ? J'ai attendu qu'il soit plus au lycée parce qu'il était du coup en terminale et moi en première. Et j'ai attendu qu'il soit plus au lycée pour que déjà, tu vois, ça passe pas trop jasé. Et après, c'est pas que ça s'est su, mais je pense qu'après, c'était une vie de couple et tout le monde imagine ça, mais on n'en parlait pas. Est-ce que tu pourrais me raconter l'évolution de ta sexualité avec lui ? Parce qu'en fait, t'es restée 2 ans avec lui ? 3 ans avec lui. Entre cette première fois où lui a l'air de paniquer, petit tchatcheur et finalement timide, toi qui as peur que les gens jasent, etc. Et en fait, c'est naturel. Comment toi, t'as évolué dans ta sexualité ? Parce que t'as finalement connecté avec les corps, avec le plaisir. Est-ce que tu pourrais me raconter ce cheminement ? En vrai, je posais pas de conscience là-dessus, sur notre relation, sur ma vie sexuelle et tout. Mais maintenant, avec un peu de recul, avec des questions très pertinentes quand même, ça me fait un peu une thérapie. Je me dis, ah oui, ok, je vois un peu les étapes où, par exemple, avec lui, au début, tu sais, c'était un peu tout feu, tout flamme et tout. Et je me dis, mais je me suis presque oubliée avec lui, tu vois. Où vraiment, mais c'était mon monde et je voyais que par lui. Et dans la vie sexuelle, t'avais un peu ce truc où genre, tu crois qu'il y a que ça dans ta vie, mais genre c'est un truc de ouf, t'as des sensations de ouf. T'as une complicité dingue et c'est trop bien. Et après, y a vraiment eu ce truc, je pense, quand ça faisait 1 an, 2 ans qu'on était ensemble, où vraiment, mais là, j'étais dans un amour, mais genre, c'était dingue, tu vois, et vraiment, on faisait l'amour, mais c'était des moments, mais tellement beaux. Et après, ça s'est dégradé parce que ma mère est tombée malade. Et là, j'ai vraiment eu ce truc, même si j'avais quand même de la culpabilité tout le temps, je pense, autour de la sexualité. Là, j'ai vraiment eu ce truc où, non mais moi, je peux pas avoir de plaisir, sachant qu'autour de moi, mes proches sont vraiment dans un état de souffrance énorme, donc moi, je vais pas aller me la kiffer. Et en plus de ça, j'avais plus de désir non plus, donc voilà un peu comment notre sexualité s'est terminée. Et en fait, t'as eu... parce que la dernière fois que tu me parlais de lui, tu me disais que quand tu l'avais rencontré, tu t'es vraiment dit, c'est l'amour de ma vie, c'est le père de mes enfants. Enfin, t'avais vraiment cet amour qui est très fort. Et quand t'en parles de ces 2 premières années de sexualité, en fait, tu t'es posé 0 question. C'était juste de l'amour du naturel. Et ta maman est tombée malade. Et tu me parles de culpabilité. C'était qu'il y avait quand même cette petite voix derrière toi pendant tout ce début de sexualité quand ça se passait bien. Qu'est-ce qu'elle te disait, cette culpabilité ? Que c'était sale, que c'était pas bien de prendre du plaisir ? Et tu penses que ça vient d'où ? Qu'elle vient d'où, cette culpabilité ? Mais Juliette, j'en sais rien du tout. Si on pouvait me le dire. Mais tu penses pas qu'elle vient de... Bon, après, il y a une culpabilité dans le plaisir, mais tu penses qu'elle vient du silence de tes parents, où tu sentais que c'était tabou ? Ouais, franchement, possible. Ou parce que je me disais, mais là, franchement, ils doivent bien se douter que, on a des relations sexuelles et tout. Mais j'étais dans un malaise de penser ça. Ou tu sais, le lendemain matin, tu te réveilles, t'as dormi avec ton copain, et tu te réveilles, t'es au petit-déj, et tu te dis genre, à quoi ils pensent ? Est-ce qu'ils se disent que dans la nuit, on a couché ensemble, mais l'angoisse autour de ça. Et ouais, est-ce que c'était vraiment le fait d'éprouver du plaisir et tout ? Je pense ça allait, mais c'était surtout le tabou, en fait. Genre, comme si c'était vraiment mal de faire ça. Bah, ça a jamais été une discussion naturelle, donc tu peux pas te dire, c'est tranquille, c'est chill, la sexualité, c'est normal. Et alors que tu vois, quand on était chez lui, et lui qui avait des relations ultra fluides, des discussions avec ses copains, ses parents sur la sexualité, chez lui, j'avais aucune culpabilité. Mais alors, presque pas, quoi, vraiment. Ouais, donc ça venait, donc finalement, tu sais d'où ça vient. Incroyable, t'es forte. Je creuse. Et donc ta maman est tombée malade, et est-ce que tu pourrais
juste nous donner, avec les détails que tu veux, c'est pas obligé, juste un peu le contexte de ce qui s'est passé pour qu'on comprenne comment c'est venu en fait influencer ta vie intime. En fait, ma mère a fait 2 mois de coma, comme ça un peu du jour au lendemain. Et à ce moment-là, tu vois, c'est la première fois où j'ai vraiment vu mon papa triste. Mais d'une tristesse. Tu sais, quand t'as pas jamais vu tes parents pleurer et tout. Et en fait, j'avais tellement la tête ailleurs, je pense. Enfin, en fait, c'est comme si j'étais dans un autre monde. Et comme si là, moi qui étais franchement pas du tout connectée avant, je parlais pas au ciel ou quoi. Et là, en fait, quand on m'a appelé, qu'on m'a dit, là, ça commence à devenir chaud, il faut que tu viennes voir ta mère, peut-être pour la dernière fois. J'ai commencé, genre je me suis dit, ok, faut que je la trouve, faut que je lui parle en mode télépathie. Non, mais une grosse cinglée. et en fait, c'est vrai que là, je suis rentrée dans un autre monde. Il y avait qu'une seule priorité dans ma tête, c'était ma mère. Et j'étais là, il faut qu'elle se batte et tout. Mais pendant 2 mois, j'étais là, let's go. Et moi, j'avais d'autres chats à fouetter que de faire l'amour, quoi. Ouais. Genre, ça me venait même pas à l'esprit. Et ça me dégoûtait. Rien que mon copain me fasse des avances et tout, j'étais là, mais je comprenais pas, j'étais là, mais comment tu peux me proposer ça ? Mais je me dis, mais pour lui, mais la blessure que ça a dû être. Mais alors moi, j'étais... Et ouais, donc pas de désir et pas... Voilà. Pas d'envie, quoi. Et vous êtes restés... ta maman, est-ce qu'elle est allée mieux ? Parce que vous êtes restés 1 an après que ta maman soit tombée malade ? Restés 1 an ensemble ? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en fait, il y a eu ce truc, je pense, où du coup mon désir a eu du mal à revenir. Bon, ça, je l'explique pas trop, tu vois. Mais il y a quand même eu ce truc où j'ai été un peu dégoûtée du coup de mon copain, où lui, il insistait, et au bout d'un moment, ça m'a créé du dégoût envers lui, en fait. Et je le voyais comme un obsédé sexuel, comme je voyais les garçons au collège, juste qui voulaient que faire du sexe. Et moi, j'étais là, mais... il y a d'autres trucs dans la vie beaucoup plus importants, quoi. Et ça me tendait. Mais parce que t'as senti... parce que tu dis qu'il était... je sais qu'on en a déjà parlé, mais hors micro, on va dire, mais c'est qu'il était insistant. Et il y a des moments où, finalement, Est-ce qu'il y a des moments où tu l'as fait sans vraiment le vouloir au fond de toi ? Je crois pas. Je crois que j'étais vraiment claire. Et en fait, j'avais tellement un rejet... Enfin, mon corps pouvait même pas l'accepter. Franchement, même un câlin, mais c'était une épreuve. Donc coucher ensemble, c'était pas possible. Mais tu vois, il y a quand même des fois où je me réveillais, où tu vois, je sentais qu'il insistait et tout. Et le temps que t'es mère, j'étais un peu genre... Et après, tu tites, et là, t'es un peu en mode... Non, mais en fait, j'ai dit non. Et là, tu te sens pas respecté. Et là, t'as un peu ce truc. Mais je pense que j'ai jamais cédé. Enfin, tu vois, si j'avais pas... Enfin, j'avais... vraiment tellement pas envie et je pouvais pas lui donner ce cadeau, enfin même si j'aurais aimé peut-être, même pour lui, tu vois, je sais qu'il me soutenait quand même et qu'il avait besoin de cet amour peut-être, mais c'était au-dessus de mes forces. C'est pour ça que vous vous êtes séparés ? Oui, et plein d'autres trucs aussi, tu vois, il y a juste aussi on changeait et moi j'aimais pas la personne qu'il devenait, mais quand même notre sexualité a été quand même un peu aussi un déclencheur où j'ai accepté quand même des trucs où des fois t'es allé trop loin et en fait il reconnaissait pas pas ses erreurs, mais il reconnaissait pas qu'il allait trop loin, qu'il était insistant et que quand je disais non c'était vraiment non, en fait c'est pas genre ah mais c'est non mais peut-être, alors peut-être que le désir va venir, mais non en fait. Et ça quand même ça me pesait, tu vois, c'est au bout d'un moment, enfin à la fin j'avais peur de dormir avec lui. Quand même. Tu m'as dit que il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez reparlé de tout ça. Ouais, c'était ouf. Parce que j'avais rêvé de lui dans la nuit. J'étais énervée, du coup, souvent pour désamorcer mes cauchemars ou mes rêves, j'essaye d'en parler avec les gens. Et lui, maintenant, on est en trop bons termes et tout. Du coup, des fois, je lui raconte mes rêves. Et en gros, j'en suis arrivée à lui partager ton podcast. Et là, on papote et il me dit qu'en gros, il a posé la conscience sur le mot consentement. Et là, j'étais genre...
un peu stressée. Je me suis dit, ça fait 4 ans qu'on n'est plus ensemble. J'ai jamais parlé de ça avec lui au final. Alors qu'il y a plein de... Entre deux, il a une copine. Enfin bref, il y a eu plein d'étapes de rupture. Et à chaque fois, j'étais là, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est très important quand même, je pense, même pour sa vie, enfin pour son développement. Et ça serait un cadeau un peu que je lui ferais quand même de vraiment poser le mot consentement dessus, qu'il réfléchisse juste sur ça, quoi. Et là, qu'il me dise franchement, il s'excusait presque. Mais il avouait que il y avait eu ce petit truc de consentement entre nous et que parfois il avait peut-être été un peu trop loin, tout ça. Et là, mais j'étais pas folle alors. Parce que tu vois, en fait, au final, quand l'autre n'entend pas, qu'il avoue pas, tu te dis, en fait, peut-être je suis folle et c'est bizarre ce que je ressens et c'est pas très juste. Tu te demandes si c'est toi qui vrille, quoi. Alors que pas du tout. Carrément. Et au final, ça te rend folle. Et il a mis de la paix aussi. Enfin, de ce que tu m'as dit, il y avait vraiment de la paix du fait que toi, tu lui aies partagé ce que tu avais ressenti quand ta maman était malade par rapport à lui. Et lui, il a pu te dire aussi ce qu'il avait vécu comme difficulté. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait de la paix. Tu pourrais Enfin, il y a de la paix qui s'est installée il y a genre quelques semaines. Ouais. Tu pourrais nous parler un peu de l'échange que vous avez eu et comment finalement mettre de la conscience sur ce qu'on vit et surtout avec les gens, de l'échanger avec les gens, ça crée de la paix en nous. Tu pourrais nous parler un peu de ça? Là, la discussion qu'on a eue, j'ai trouvé que c'était vraiment qu'on parlait de nos ressentis, de nos sentiments, tu vois, à l'instant T, comment on s'était senti. Et en fait, quand on était ensemble, on parlait pas du tout de ça. Et du coup, tu vis toujours avec des suppositions. Et au final, je me dis, mais aujourd'hui, on en a parlé, et du coup, on est trop en paix, et j'ai cité plein de trucs. En fait, il m'a dit, mais Camille, tu te rends pas compte, mais j'étais toujours là. À ce moment-là, pendant 1 an, en fait, j'ai consacré ma vie à toi et ta famille. Parce qu'il était assez fêtard. Et donc, il me disait, mais tous les samedis soirs, j'étais à peu près calme en soirée parce que je savais qu'après, il fallait que je prenne le volant, que je rentre pour dormir auprès de toi, que le dimanche, il fallait que je sois là avec ta famille, qu'on soit tous ensemble, soudés, tout ça. Et il a dit, et j'avais besoin aussi que tu me montres que tu étais là pour moi un minimum, enfin que tu m'aimais. Et moi, j'étais là, mais ah oui. Ah, ok. Et je l'avais pas du tout vu comme ça. Moi, j'avais complètement oublié qu'il était là le dimanche avec nous. En fait, ça me paraissait tellement une évidence que ça l'était pas forcément pour lui. Et c'est trop vrai. Et ce truc de... peut-être que pour lui, pour que je lui montre que je l'aimais, il fallait que ça passe par le toucher, tu vois, des relations, je sais pas quoi. Et je trouve ça dingue, tu vois. Et en découvrant le livre là, des 5 langages de l'amour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est bête. Alors, ça devrait tellement être notre Bible à tous, tu vois, mais un livre qu'on nous lit quand on est tout petit. T'imagines mais tous les problèmes que ça nous réglerait, enfin, que ça nous causerait pas en tout cas. En tout cas, c'est un livre qui ouvre des conversations. Et en fait, là, de ce que tu ressens, c'est juste... si lui avait pu exprimer, écoute, là, je me sens mal aimée, en fait, dans la situation. Et toi, tu te sentais mal aimée parce que t'avais envie d'autre chose, t'avais envie qu'il se concentre sur autre chose que la sexualité, t'avais envie qu'il soit peut-être plus là. Et c'est juste qu'on se rend compte que la conversation, c'est quand même la vie, quoi. Oui, carrément. Alors que j'avais l'impression que, franchement, on communiquait pas trop mal. Non, mais... Et ouais, franchement, la groupe... mais en même temps, c'est un bel apprentissage, hein, où je me dis aujourd'hui, maintenant, mais il faut parler. Ça chicote parfois, mais... c'est difficile de parler. Ouais, c'est sûr que c'est fou parce que le premier rendez-vous Bumble là, que j'ai eu avec le mec que je joue en ce moment, bref... Et on a parlé de ça. Il m'a dit, est-ce que tu as lu les 5 langages de l'amour ? C'est vrai. Et je me souviens je sais plus qui a posé la question. Je crois que c'est lui qui m'en a parlé. Et dans ma tête, j'étais là, oh my god, il a lu ce livre. C'est forcément un mec bien. Je me suis dit, déjà, c'est un mec pas trop stupide. Et, ou en tout cas, avec cette réflexion-là. Et après, quand il m'a dit que lui, son langage de l'amour, c'était le toucher, et que moi, mon langage de l'amour, c'est le toucher, j'étais là, allez là. Et au début, on n'était pas du tout dans une dynamique de relation. Mais n'empêche que tu te dis, il y a cet espace où on peut en parler. Et aujourd'hui, toi, c'est un espace que tu vas créer avec les personnes que tu vas rencontrer.
Donc, c'est un bel apprentissage, je trouve. Mais c'est pour ça que j'avais envie de parler de cette relation, parce que c'est quelqu'un que t'aimais énormément, que t'aimes encore aujourd'hui. Et je savais que ça te tendait, cette idée de consentement, et que t'aies réussi à ouvrir l'espace pour libérer ça. C'est hyper fou, je trouve. Ben ouais, c'est vrai. Pardon. Camille qui est assise à se rendre compte que bah ouais, en fait, je suis une meuf plutôt pas mal. Et j'ai fait du chemin. Non, mais c'est vrai que tout le monde te dit, non, mais de toute façon, si tu travailles sur toi, tu vas voir autour de toi, ça va faire réfléchir les gens, machin. Genre, les gens ne bougent pas. Et en fait, si, tu vois bien que des fois, tu reçois des petits messages à droite à gauche, et mais là, que mon ex me parle de consentement, qu'il avoue, enfin. Et même pour lui, je me dis, mais le cadeau pour lui, tu vois, qui se fait de mettre ces mots-là, et le soulagement, quoi. Mais tu te dis, waouh, je suis pas folle. Et après ta relation avec ce garçon, tu es partie en voyage une nouvelle fois et tu es retombée amoureuse. Là, ta maman, elle est bien, ta famille, elle est bien. Ouais, là, c'est bon, on était au paradis. On est sorti de... C'est le monde des bisounours. On est sorti un peu des années un peu compliquées. Tu retombes amoureuse et là... Est-ce que tu pourrais me raconter un peu cette deuxième relation, mais surtout ce qu'elle a changé dans ton rapport au corps? Tu sais quoi, t'as qu'à nous raconter un peu, ok, quel était ton rapport au corps quand tu l'as rencontré et qu'est-ce qui t'a appris dans cette relation? Quand je l'ai rencontré, déjà j'étais un peu plus femme parce que j'avais un peu plus travaillé sur la notion de... tu sais, du plaisir féminin et tout ça. Et je connaissais un peu plus mon corps. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment eu ce truc de tout le corps féminin, le désir et tout. Mais tout s'est cassé. Enfin, c'était complètement différent. Et en gros, j'ai vraiment... En fait, ce qui m'a marqué avec lui, c'est qu'il posait un regard sur moi en mode, le corps humain est trop beau. Mais vraiment, cadeau de Dieu. Et je disais, mais il est complètement perché, ce mec. Mais en même temps, je me disais, mais c'est tellement beau. Et tu vois, ça faisait tellement du bien. Franchement, tu le sens dans ton cœur. Et j'étais vraiment, waouh, respect, quoi. Mais vraiment, il était respectueux de mon corps et de tout, en fait, de tout mon être, tout moi. Genre vraiment comme si j'étais un présent de Dieu. J'étais là. Et tu vois, par exemple, j'avais des petits complexes et tout, mais il était là, en fait, il comprenait pas la notion de complexe. et il était là, mais comment tu peux détester un truc qu'on t'a offert, un cadeau, ou tu vois, et c'était dingue. Et tu vois, j'ai cette image de une fois, on était sous la douche et tout, et en fait, il me lavait. Mais non, mais Juliette, mais un truc de malade mental. Il prenait tellement soin de moi, mais plus que moi, je prenais soin de moi. Et c'était tellement dingue. Mais il m'a savonné pendant 5-10 minutes, je sais pas. Et en fait, il y avait une petite glace sous la douche. Et en fait, je revois ma tête. Et là, j'étais je suis toute nue. Je ne regarde pas. Mais je voyais lui derrière. Et je disais là, mais cette image est tellement belle. Et j'ai trouvé ça ouf. Que même un homme prenne aussi soin de la femme. J'étais là, alors qu'avant, je ne m'étais jamais dit les hommes, non, pas du tout. Mais je ne suis pas fâchée contre les hommes. Mais là, en fait, de voir un homme qui prend soin comme ça, ouais, ça change, c'est beau. J'ai expérimenté le truc de la douche, qu'un homme te lave dans la douche. Et c'est un peu l'imaginaire d'un film qui s'appelle Sur la route de Madison, où une femme est... Je ne sais pas si tu as vu ce film. Mais juste le contexte du film, c'est genre une femme est dans sa famille, dans son foyer, elle a des enfants, et tu vois que personne prend vraiment soin d'elle, son mari, il est pas spécialement tendre, et en fait, ils partent tous en voyage. Et là, il y a un inconnu qui arrive chez elle, et en fait, il a besoin de dormir chez elle, je sais pas quoi, et il tombe amoureux. Et il est d'une sensualité et d'un soin, et il y a une scène hyper connue. Je crois qu'il lui lave les cheveux, et je crois que c'est genre, toutes les femmes ont regardé ce film en disant « Mais la révélation, mais en fait, c'est ça que je veux vivre !» Et donc, quand tu m'as raconté cette histoire de douche, mais... c'est incroyable. Et c'est vrai, si vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast, ou même une femme, parce que je pense qu'un homme ouais, peut écouter juste ça, le fait d'être lavé et d'être... on se dépose dans les bras de l'autre qui juste prend soin de nous lave doucement. C'est incroyable. Et vraiment, le fait, comment tu le racontes, j'adore ça. Et ça, c'est vraiment... En fait, ce qui t'a appris, c'est que ton corps est un cadeau de Dieu, quoi. Oui. J'étais Dieu.
incroyable. J'incarnais. Et quand tu me dis que tu avais changé ton rapport, que tu étais devenue plus femme et que tu avais plus de notions de plaisir, c'est parce que avec ton premier amour, je vais poser la question un peu crue, est-ce que tu avais des orgasmes? Même si l'objectif n'est pas l'orgasme, mais c'est juste pour avoir un peu une notion ou un curseur de quel était ton rapport au plaisir. Et parce que tu me dis que quand tu as rencontré ton deuxième amour, tu avais plus cette notion de plaisir, c'est que comment tu pourrais définir en fait ton évolution dans le plaisir? Quels sont les outils? Est-ce que tu as fait des rencontres? Est-ce que t'en as parlé? Comment ça s'est passé? Eh ben, avec mon premier chéri, enfin même, franchement, j'étais épanouie dans notre relation notre vie sexuelle. Enfin, je lui posais pas de conscience, mais franchement, il me semble que je me la kiffais quand ça se passait bien et tout. Et voilà. Et en fait, après, en me documentant, en rencontrant des gens à droite à gauche, en rencontrant des Juliette Cervera qui sont ultra des féminismes, machin. Là, je me dis, il y a des petits trucs, ah oui, peut-être c'était pas très bien, ça. Ou par exemple, où, tu vois, ça a posé des mots quand même sur mes émotions. Ou, genre, quand le monsieur, il a éjaculé, que c'est terminé. En gros, la petite relation sexuelle, et que toi, t'es là genre, c'est pas. Et t'es, ok, je me couche, mais tu sens quand même dans ton corps qu'il y a un truc qui est là. Ben, j'ai pas envie de dormir, enfin, genre, je suis frustrée et tout ça, mais même si j'étais à 3000 km de ça, ben, j'ai quand même tilté que j'ai quand même un peu vécu ça, et je comprends du coup pourquoi, ouais, j'étais épanouie, mais en vrai, pas tellement. Et on en parlait, où tu vois la sensation de, tu viens de faire l'amour, et en fait, t'es là, ben après, t'es pas tellement bien, au final. Le après est un peu dur. Limite, tu pleures, tu te retrouves aux toilettes et tout. T'es là, oh, mais j'ai une vie de merde. Et tu sais, mais en fait, c'était quand même sympa. Alors pourquoi je remets tout en question? Et en fait, je me dis, mais il y a tous ces trucs qui viennent te travailler, de tous les égrégores du féminin, le plaisir féminin qui n'est pas... auquel on n'apporte pas de soin, en fait. Ouais. Et ça, tu vois, je l'ai un peu plus expérimenté avec ma deuxième relation, où vraiment, j'étais une déesse. on me traitait comme une déesse, et j'étais là, mais waouh! Ouais. Le cadeau, quoi, parce que, en fait, j'aurais pu vivre toute une vie avec une vie sexuelle où on me respecte pas, en fait. Ouais, où tu te sens pas respecté. Et en fait, ton deuxième amoureux, il avait plus de contact avec cette idée de plaisir. Ouais, carrément. C'est fou parce que ce truc de tristesse après la sexualité, en fait, on en a parlé la dernière fois, et c'est vrai que par moment, on fait l'amour avec quelqu'un, et après, il y a une tristesse qui nous envahit. Alors, je sais pas si les personnes qui vont écouter ce podcast vont se dire là, ça devient bizarre, ça ne me parle pas du tout. Mais il y a vraiment parfois cette tristesse qui n'est pas toujours due à la frustration, parce que je pense qu'il y a, oui, la frustration que ça se termine en fait à l'éjaculation, et qu'il y a vraiment cet imaginaire de sexualité hétéronormée un peu à réinventer. Et en même temps, je trouve ça dur à réinventer dans le sens où quand l'homme éjacule, il y a un peu son système parasympathique qui s'active, c'est physique. L'homme, en fait, il y a tout son système de repos, donc il a besoin de dormir. Mais c'est un peu d'imaginer que un peu ce risque-là fait qu'avant, l'homme va prendre soin de la femme ou de l'homme avec qui il couche, etc. Mais cette tristesse qui s'installe. Et tu vois, quand tu m'as parlé, tu me dis, parfois je pleure, mais j'étais là, mais moi aussi, en fait. Enfin, ça m'est déjà arrivé après de sentir ce truc. Et j'aimerais qu'on parle juste d'un petit détail, parce que tu as dit quand on est aux toilettes. Et ça, on en a parlé hier. Et c'est super important, parce que moi, j'aurais aimé le savoir, et c'est ce que tu as dit hier, c'est qu'on nous prévient pas à quel point c'est chiant quand un homme éjacule à l'intérieur, et qu'après, on passe 10 minutes à se peler le cul dans les toilettes à attendre que ça coule. Donc, c'est très cru. Mais est-ce que tu pourrais me parler de ton ressenti par rapport à cette expérience, Camille, s'il te plaît? Alors moi, c'est surtout que j'ai pas déchanté, tu vois, quand ma vie sexuelle a commencé, mais je me suis dit, mais attends, mais ça, on m'a pas dit, ça, on m'a pas dit, ça. En fait, dans les films, mais tout est beau, tout est rose, c'est la vie des bisounours, c'est incroyable. Je veux la même vie de bisounours. Mais en fait, toute la logistique autour du sexe n'est jamais présentée rien que de l'éjaculation, en fait. Dans les faits, l'éjaculation, c'est chiant.
En fait, c'est tout le temps chiant. Il faut se laver, faut machin, mais bidule, comme tu dis, faut aller aux toilettes. Et toi, t'attends comme une débilos dans les toilettes. Tu rentres, ton mec, il dort. Et t'es là, mais... ah ouais, que moi, l'éjaculation, moi je pense au drap, en fait. Je suis là... Oui, quand t'es un peu maniaque, c'est compliqué. Il faut me mettre là, ou il faut les laver après. Enfin bref, la logistique de merde, en fait. En fait, il y a tout le truc dans les films, ils couchent ensemble, elle a un orgasme, ils jouissent et ils s'endorment ensemble. Oui, et c'est magnifique, et tout le monde est propre, personne ne transpire. Oh, t'as pas envie de faire pipi, jamais. C'est faux. En plus, ça pourrait même créer des situations rigolotes dans les films, je sais pas, mais c'est tabou, quoi. C'est mal. Bah, c'est sûr. Tourne ta page. MDR. Sensation après ma première fois d'avoir fait l'amour. Sensation de puissance Cléopâtre. Non mais... I am Cléopâtre. Et non, on va pas aller dans le sujet du caca. Je me le sens pas ce soir. Non, parce que c'est vrai qu'en fait, avec Camille, on s'est fait un petit brunch il y a 2 jours pour un peu parler de l'interview et un peu ce qu'on souhaitait partager. Et on a parlé aussi du caca, mais je crois que c'est pas le moment. On va attendre un petit peu. Je suis pas avec mon mec depuis assez longtemps pour qu'on puisse se lancer dans cette conversation et qu'il puisse écouter de manière très très calme. Mais en tout cas, merci pour cette petite parenthèse de effectivement, quand on couche ensemble, il y a une logistique. Il y a la logistique de la capote, la logistique des lubrifiants, la logistique de j'ai envie de faire pipi pendant, la logistique du sperme après. Et donc juste, si vous venez d'éjaculer et que votre copine ou votre copain est aux toilettes, ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Ton deuxième amoureux, ça s'est terminé parce que t'es revenue en France. C'était à combien de temps, ça ? Il y a 2 ans. Et depuis ces 2 ans, t'as vécu des histoires ou pas ? Non. Enfin, si, un peu. En gros, j'ai pas eu de relation amoureuse, mais par exemple, là, ça fait quelques mois, enfin cet été, j'ai rencontré un garçon. En fait, j'ai rencontré un mec où, en fait, c'est comme s'il y avait une alchimie de ouf entre nous deux, une connexion dingue. Et moi, je ne comprends pas du tout. Mais j'ai senti un amour, mais genre énorme pour lui. Et je savais que c'était pas possible qu'on soit ensemble, et de toute façon, je voulais pas qu'on se mette ensemble, ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, parce que je sentais quand même, tu vois, les petits papillons dans le ventre, des trucs comme ça. Et ben là aussi, tu vois, la communication m'a trop manqué. En vrai, j'ai pas posé les mots sur mes émotions, tout ça, donc au final, ça a foiré. Enfin, bref, ce que j'aurais pu faire ou dû faire ne s'est pas réalisé. Mais une fois qu'en gros, nos chemins se sont séparés, et ben, j'ai tilté qu'en fait, il m'avait dit qu'il était trop en manque de tendresse et tout ça en ce moment dans sa vie. Et moi, je me suis dit... Mais après, il y a un peu ce truc quand même où souvent la femme, j'ai l'impression, est un peu en mode « je suis la maman ». Donc, en fait, j'ai eu envie de prendre soin de lui, tout ça. Et je me suis dit « mais j'aurais dû faire du body painting avec lui ». Ouais. Et en fait, je m'étais juste dit, mais vraiment une semaine avant, en mode prise de conscience, où je me suis dit, en lisant Foufoune Cosmique, j'ai tilté que mon amour ne passait pas forcément, enfin mes preuves d'amour, c'était pas forcément par des caresses, ou tu vois, des bisous, ou des relations sexuelles. Et là, je me suis dit, mais rien que de... En fait, j'aimerais bien avoir ce moment avec quelqu'un fort, où t'es en connexion, enfin tu vois, tu te peins sur le corps, ou même juste tu fais des caresses et tout ça. Mais il se passe un truc de ouf. Et c'est un trop beau cadeau. Et même pour la personne qui reçoit, je me dis, tu reçois tellement d'amour, c'est dingue. Et bah après, avec le mec que j'ai rencontré, j'ai pas osé le faire parce que je me suis dit, il va me prendre pour une grosse charbée. Et même sur le coup, j'ai même pas tilté que je pouvais faire ça, tu vois. Et en fait, le truc de body painting, c'est quoi ? C'est un atelier où vous êtes tous les deux et en fait, vous peignez l'un et l'autre sur le corps et vous mettez des intentions ? Qu'est-ce que tu t'imagines en fait dans cette connexion que tu voulais avoir avec lui, avec le body painting ? Tu vas vraiment dans la pratique. Moi, j'ai pas pensé à tout ça, lui. Non, moi, je m'étais... juste dit, déjà, moi, le faire... Sur lui. Oui, sur lui. Mais de là à ce que moi, je reçoive... Bon, il faudrait peut-être un peu plus que là, je serais un peu... Là, j'ai pas très envie. Ouais, t'as une certaine pudeur, donc t'avais peut-être... Oui. En tout cas, toi, t'avais envie de prendre soin de lui comme ça. Ouais, carrément. Et tu vois, de montrer que ça pouvait être une preuve d'amour pour moi.
Mais et parce que de base, je suis pas trop bisous, là, tout ça, dans la vie de tous les jours. J'aime pas trop qu'on me colle, ou tu vois. Et par exemple, mon premier amour, ça, c'était un peu un sujet de dispute entre nous. Où en fait, il comprenait pas que juste, je vais pas l'embrasser toutes les 15 secondes. Et j'étais là, mais... Et en mode boring, tu vois, genre, mais ça m'ennuie. C'était pas ton langage de l'amour. Voilà. et là, bah, je sais pas, un jour, je me suis dit, body painting, ça a créé, bim, mon langage de l'amour. Bah écoute, en tout cas, c'est une expérience que tu feras la prochaine fois que tu feras une rencontre. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, avec donc ces 2 histoires d'amour, la rencontre que tu as fait cet été et les mois que tu viens de passer au niveau professionnel, c'est quoi ta vision de la sexualité aujourd'hui ? Elle est dure cette question parce que j'aurais plus tendance à juste parler d'amour. Et du coup, vie sexuelle, je suis un peu genre... Mais quelle est ta vision de l'amour ? Ah, merci. Eh bien, ça fait 1 an, je dirais, que je suis plus en mode développement personnel, spirituel et tout. Et en lisant, par exemple, Foufoune Cosmique, j'arrive à plus poser des mots sur mes ressentis, où tu vois les moments où tu fais l'amour et vraiment, mais tu planes, tu as l'impression que tu es sur une autre planète et tu te dis... C'était tellement bien, mais pas en mode le plaisir vraiment physique, juste, tu vois, tu sais, ton cœur quand il s'ouvre et tout, enfin, bah, tu vois la sensation de ouf. Et là, du coup, je me dis, ah, mais j'étais pas folle alors à ce moment-là. Vraiment, c'est qu'il se passe des trucs et tout dans le subtil, et connexion de dingue, quoi. Et du coup, ouais, aujourd'hui, ça serait plus ça ma vision de la sexualité, où j'ai l'impression qu'en fait, pour moi, la sexualité... c'est plus un moment de connexion de dingue. Tu vois, je me concentrerai pas sur les sensations physiques, mais plus au-delà. L'ouverture du cœur. Ouais. Là, Foufoune Cosmique, parce que tu parles de Foufoune Cosmique de Mallory Malmasson, dont on a déjà parlé dans ce podcast plusieurs fois. C'est vrai que c'est un livre où Mallory Malmasson témoigne sur sa sexualité et notamment sur la sexualité qu'elle appelle sacrée, donc où il y a une grosse dimension spirituelle. Je mets juste un peu le contexte, tu me regardes genre pourquoi tu me racontes le livre, je l'ai déjà lu. Alors je pense qu'on j'en ai déjà parlé, donc ceux qui écoutent ce podcast tous les mois, d'ailleurs c'est trop bien, c'est juste qu'il y a vraiment cette dimension spirituelle et en fait Mallory parle dedans que quand on fait l'amour, elle parle de cette idée d'atteindre le 7e ciel. Et en fait, pour elle, c'est pas tellement juste une expression. C'est vraiment l'idée que quand on fait l'amour, il y a une connexion du cœur, il y a une connexion des esprits, et donc dans sa vision spirituelle des âmes. Et c'est pour ça qu'on peut finir par planer, parce qu'en fait, ça nous fait atteindre, ça nous fait transcender des choses, et on peut se sentir dans un amour et presque connecté à la vie elle-même. Et en fait... c'est ce que tu ressentais dans toute ta sexualité et en fait tu t'es dit en fait ça a du sens. C'est incroyable ce que tu as dit. Et je viens de tilter aussi que ma vision de la sexualité, elle avait été ultra cassée avec tout ce que j'ai partagé sur le mec là, le body painting, sur le fait que t'es au 7e ciel et tout ça. Qu'avant, pour moi, la sexualité, ça portait beaucoup autour de la pénétration au final. Et c'est un peu aussi l'imaginaire qu'on nous fait de la sexualité. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, mais c'est tellement un autre monde. Ouais. Enfin, il y a ça, certes, mais il y a aussi tellement d'autres choses autour. Et que je trouve ça tellement important de le savoir. Ça serait bien qu'on le dise un petit peu plus. C'est sûr qu'avec ton éducation sexuelle inexistante, ça devait être un peu compliqué. Comment tu définis ton rapport à l'intimité ? Mon intimité, elle est au max. Au final, ça fait 2 ans que mon corps n'a pas été découvert par un autre corps, tu vois. Et pour autant, j'ai pas l'impression... Enfin, c'est comme si j'étais au couvent, mais pas trop. Tu vois, ma foufoune est au couvent, et par contre, le reste n'est pas au couvent. Enfin, tu vois, c'est pas... Enfin, au final, d'avoir fait des rencontres et tout, j'ai quand même eu des prises de conscience qui ont eu des répercussions sur... tu vois, mon imaginaire de la vie sexuelle, tout ça, mais de mon intimité. Donc, où ça en est, je dirais que... au final, là, ça fait 2 ans que je me reconnecte un peu à moi. Enfin, que je me connecte à moi. Que j'apprends un peu plus à savoir qui je suis. Et au final, aujourd'hui, c'est un peu comme une renaissance où
Je suis quand même beaucoup plus sûre de moi. Et j'ai un peu, tu vois, l'impression que je suis plus puissante. Alors que je suis là, genre, mais comment c'est possible? Mais, tu vois, je sais que je peux m'imposer et je peux mener mon petit bateau et je dépends moins des autres, tu vois, et rien que dans mes relations sexuelles, où je vais moins être perdue et je vais plus, comme je sais un peu plus qui je suis, je saurai où aller, ou même écouter mes ressentis et poser mes limites. Et poser des mots, quoi, aussi. Oui, et les exprimer, ça serait bien. Tu disais tout à l'heure que tu te sentais plus femme après ton premier amour. Et j'ai l'impression que tu te connectes vraiment à cette idée de devenir plus femme. Aujourd'hui, tu te sens femme ou pas? I'm on the way. Ça veut dire quoi pour toi être femme? Être femme, je dirais, c'est un peu être stable, être sûre de qui tu es, ce que tu es, ce que tu veux, et ne pas te laisser piétiner par les autres. Enfin, savoir te faire respecter. T'as fait pas mal de cercles de femmes ces derniers mois. Et justement, c'est des cercles de femmes où il y a souvent des femmes qui viennent et qui se cherchent et qui veulent se trouver. Et il y a énormément de cercles de parole avec des échanges. Est-ce que ça t'a influencé dans cette recherche de femmes et dans tout le cheminement que tu as eu ces dernières années, ces derniers mois, qui ont fait quitter aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a appris? Eh ben, déjà, ça m'a ouvert à une autre forme d'amour où depuis petite, mais j'adore les garçons et je me dis presque, j'aurais tellement aimé être un garçon parce que je trouve tellement que, tu vois, la fraternité et tout, c'est tellement un truc de ouf. Les gars, quand ils sont ensemble, qui jouent au foot ou dans les vestiaires de foot, il y a une ambiance de dingue, ils se prennent jamais la tête et il n'y a pas de potin entre les garçons, il n'y a pas de chamaillerie, il n'y a pas de compétition. Enfin, moi, je le voyais comme ça. Du coup, j'idéalisais vraiment les relations entre les garçons et que les filles, je trouve, c'est toujours la compétition, tout le temps. Et surtout, quand t'es à l'école, au collège, lycée, terrible cette période. Et au final, là, d'être entourée de plein de femmes, ça m'a montré, mais clairement, ça m'a montré la sororité. Le mot que je ne connaissais pas, enfin. Et un amour tellement dingue et tellement puissant. Et juste de se rendre compte, en fait, juste d'écouter les vies, les expériences des unes des autres et de développer un peu un amour parce que t'es en compassion avec l'autre et juste de plus être en compétition, de plus voir la femme comme un peu une target, tu vois. Et c'est dingue, quoi. Ouais, il y a un cercle qu'on a fait il y a pas très longtemps avec une fille qui disait qu'elle se rendait compte que toute sa vie, les femmes autour d'elle, elle les considérait comme des concurrentes. Et elle disait, mais je suis désolée. En fait, je viens de me rendre compte que non, en fait, vous n'êtes pas des concurrentes. Vous êtes, justement, elle dit, elle pleurait. Attends, la vision, c'était une vision, on avait été toutes ensemble et elle pleurait, elle disait, mais en fait, j'ai eu l'impression, en faisant ce cercle, de me reconnecter à cette sororité avec toutes ces femmes ensemble et de me dire, mais j'avais l'impression que ce sentiment, il lui avait été caché. Voilà, elle avait l'impression que cette émotion, elle lui avait été cachée et qu'elle l'a révélée. Elle disait, mais je suis désolée pour toutes les fois où je vous ai vue comme concurrente. Et j'ai trouvé ça incroyable de mettre ces mots sur quelque chose qu'on ressent, j'ai l'impression, toutes. Et après, je suis allée la voir à la fin du stage et je lui ai dit... parce qu'elle se sentait hyper seule. Genre, elle avait l'impression qu'elle était la seule à avoir ressenti ça. Et je suis allée la voir, j'ai dit, mais j'ai l'impression que tout le monde ressent ça parce qu'on est dans une société patriarcale qui fonde son existence sur la valeur d'une femme et dans les yeux d'un homme. Donc, clairement, tu veux que l'homme te regarde toi et pas les autres. Et donc, ça crée ça. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et je sais que t'étais là pendant ce cercle. Toi, t'as ressenti quoi quand elle en a parlé? J'étais là... Aïe. Qu'est-ce que tu veux que Non, mais j'étais vraiment là. Mais oui, en fait, et j'ai trouvé ça... Là, de la façon dont elle le disait, et en pleurant, tu vois, en fait, on avait vraiment l'impression qu'on lui avait mis un rideau devant elle et que c'était impossible de l'ouvrir. Et j'ai trouvé ça terrible, en fait, qu'on lui cache ça. Et vraiment d'inventer un imaginaire autour, derrière, en mode mais non, mais vois les autres vraiment comme des adversaires. Et je trouve ça tellement triste. Et en vrai, ça nous bouffe tellement. Enfin, moi, mais ça m'a tellement bouffé. La compétition entre femmes et tout ça. Mais l'énergie dépensée pour rien.
t'imagines. Surtout qu'on se rend compte que la sororité, ça donne une puissance incroyable à nos histoires, aux narratifs qu'on a eus, parce qu'on se rend compte que tout le monde vit les mêmes choses, en fait. Toi, tu me disais, oui, je sais pas si le podcast il va être intéressant, si mon histoire va être intéressante, mais en fait, t'as toujours quelqu'un qui résonne avec ton histoire, et le fait de toi raconter, pour moi, c'est vraiment ce truc de... Quand tu racontes, tu t'ouvres l'espace à l'autre de raconter, et les cercles de femmes, c'est ça. Toi, t'as ressenti cette puissance ? Ouais, de ouf. Et en même temps, ça veut pas dire que... Enfin, je suis pas du tout dans le truc... ouais, les femmes, elles sont toutes ensemble, elles vont créer un nouveau monde et tout, que de femmes, machin. Pas du tout. En fait, je pense que tout le monde a à y gagner. En fait, même si... Mais t'imagines, si les filles, maintenant, juste, elles se kiffent toutes, s'il n'y a plus de compétition en mode, moi, je veux que ce mec-là me regarde, et pas toi, et juste, en fait, même les mecs, enfin, nos futurs copains, ou même... Enfin, tout le monde, en fait. Et je pense vraiment que cette union entre les femmes... elle va profiter à tous, à l'union homme-femme, femme-femme, homme-homme, enfin tu vois, tout le monde. Et tu t'inspires trop en fait si tu vois qu'un groupe de personnes est ultra puissant et tout ça, et juste dans l'amour, t'as juste envie d'être pareil en fait, de te la kiffer autant. Est-ce que tu l'aimes ton corps aujourd'hui ? Aujourd'hui, ouais, ça va. Parce que je dirais que je finis un peu un cycle où là... mon corps, ça fait, je dirais, 4 ans qu'il n'a pas bougé. Niveau poids, tout ça. Mes cheveux, ça fait à peu près 2 ans qu'ils sont à peu près pareils. Niveau texture, couleur, forme, tout ça. Ma peau du visage, là, je commence tout juste à dire « Waouh, j'ai une belle peau ». Et un peu comme si je trouvais de la stabilité, tu vois, après toute la puberté, où je trouve ça, en fait, super dur de voir ton corps changer. Où t'as l'impression en fait que c'est pas toi, enfin tu te dis mais c'est qui cette personne, et en fait ça dure super longtemps, enfin 10 ans peut-être. Mais toi en plus t'as eu des changements, il y a eu la puberté, ensuite t'as pris la pilule, t'as enlevé la pilule, il y a eu énormément de fluctuations avec tout ça. Ouais, et du coup je pense que la pilule, même si franchement je la remercie trop moi la pilule, où je me dis c'était trop bien, mais ça m'a fait perdre par exemple 10-15 kilos. Et donc à ce moment-là, j'étais en post-puberté, j'imagine. Enfin, mon corps, je sais pas si c'était au lycée. Au lycée, t'es à peu près équilibré, enfin bref. Ouais. Et donc là, t'as 10-15 kilos en moins. Donc là, tu dois te réadapter à un nouveau corps. Et du coup, depuis, je dirais que mon corps n'a pas changé. Et donc là, je commence un peu à titer qui est mon corps. Et ça fait du bien, ce repos. Et savoir qui tu es quand même... t'es plus serein, quoi. Donc toi, savoir qui tu es, c'est pas mal relié à comment est ton corps et comment tu te sens dans ton corps ? Ouais, quand même. Si déjà, physiquement, tu fluctues pas trop, tu peux un peu plus être stable émotionnellement. Quelle relation est-ce que t'as avec ta foufoune ? Avec ma foufoune, je dirais que là, on est un peu, pas au couvent, mais... Enfin, on se refait une beauté, quoi. mais en fait, je vis trop bien ce truc où ça fait 2 ans que j'ai pas eu de relation. Et en fait, c'est comme si je faisais un reset, tu vois, où je nettoie. Comme avant, je posais pas de conscience, tout ça, sur mes relations. C'est comme si je nettoyais, du coup, les trucs du passé pour repartir de plus belle, en fait. Mais alors que c'est sûr que je referais des erreurs, ou tu vois, mais du coup, je me sens plutôt quand même connectée à elle, et à ce qu'elle a vécu, plus. Tu te masturbes pas du tout en ce moment ? Non. Parce que tu le sens pas, t'as pas l'envie, ça t'appelle pas ? Parce que finalement, c'est quelque chose que tu fais depuis petite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait pas partie de ta vie ? Parce que, en fait, là, j'ai plus envie quand même d'expérimenter avec d'autres personnes, je pense. Ouais. Où j'ai acquis des trucs toute seule ou quoi, et forcément que j'ai pas fait le tour, mais en tout cas, ce qui me vient à la tête, j'en ai fait le tour. Et donc, et c'est quand même vachement avec les autres que t'apprends et que ça te fait bosser. On arrive à la fin de cette interview. Quel conseil tu donnerais à la Camille d'il y a 10 ans ? Mon conseil, ça serait de suivre mon cœur. Et que c'est la meilleure boussole. Et à chaque fois, en fait, qu'on m'a fait douter de moi, moi, j'étais là, mais non, mais
j'ai vraiment confiance, ou tu vois, ou c'est vraiment ce que je ressens, ou des choses comme ça. Et quand on étouffe un peu tes ressentis ou trucs comme ça, tu te plies un peu devant les autres, et au final, tu sais à l'intérieur de toi que t'avais raison. Et il y a un autre truc quand même que je trouve important, que j'aurais aimé savoir, c'est tout autour du tabou, où en fait, je parle au moins de mon expérience, où toute mon éducation sexuelle était basée sur les films, et que du coup tu idéalises trop l'acte et tout ça, et qu'en fait après t'as tellement de schémas qui sont cassés, et comme on parlait de la logistique quoi, autour du sexe qui est chiante, qui est nulle, et en fait juste que certaines personnes, que les adultes ou même les plus jeunes nous racontent leurs expériences, qu'il y ait un peu plus de soutien, tu vois, et je pense que ça enlèverait du tabou, et ça enlèverait des prises de tête. Et par exemple, l'autre jour, tu me parlais de ta prof de maths qui voit ton paquet de capotes dépasser de ton sac, et qui au final te fait un petit sourire mignon quand tu le ramasses en mode « tu gères, merci de mettre des capotes ». Tu vois, tellement de compassion dans son regard, au lieu d'un autre prof qui aurait pu juger, ou tu vois. Et ça, c'est tellement un truc qui te fait chaud au cœur que voilà, je trouve ça important de... Juste on se soutient, quoi. On n'est pas des adversaires, tous. C'est sûr, en plus, c'est sûr que si on crée tout un imaginaire, par exemple, tu parles de la logistique, tu crées un imaginaire où, moi, je sais que mettre des capotes, ça peut être des bas, en fait. Et puis, parce qu'il y a toujours qui dit, oui, mais mettre des capotes, ça coupe. Mais alors, tu peux faire plein de trucs pendant que le mec met sa capote, ou toi, tu peux lui mettre sa capote, ou... Non, mais il y a tellement de trucs à faire. Et ça, justement, d'en parler... Tu vois, moi je sais que je fais ça, ou ça me rassure parce que quelqu'un m'a dit mais attends, moi j'adore lui mettre sa capote et tout, et puis quand lui il met sa capote, moi je m'amuse et je fais d'autres trucs à côté, comme ça lui perd tout le contrôle. Enfin, il y a tellement de trucs fun à faire, c'est sympa quand même de dire à ta petite Camille, il faut que t'en parles, il faut que tu trouves des personnes à qui en parler, parce que c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, c'est de montrer l'importance en fait d'en parler autour de nous, et à quel point c'est compliqué pour un être humain de se construire sans aucune éducation sexuelle. Donc c'était vraiment par rapport à ça. Tu dirais quoi et ça c'est ma dernière question. T'aimerais qu'elle te dise quoi si j'interviewais la Camille dans 10 ans? Et si je te disais, tu dirais quoi à la Camille il y a 10 ans? T'aimerais qu'elle ait vécu quoi? Moi je pense qu'elle pourrait me dire keep going, t'as réussi, tu pouvais le faire. Et que j'avais raison, quoi. Le cœur, c'est la meilleure boussole. Et que les clés, les réponses, elles seront en moi. J'adore. Merci beaucoup, Camille. With pleasure. Merci, Juliette. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Terres Intimes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite, à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast et sur lequel je parle de sexualité, féminisme, développement personnel, spiritualité et écologie intérieure. Pour résumer, c'est un compte qui vous fera du bien. Merci à Théo Carlinet au mixage son, Déborah Nobel au portrait des invités et à Didier Benetti à la musique. Je suis Juliette Servera et je vous dis à bientôt pour la suite de Terres Intimes.